En quel sens la crise sanitaire constitue ou peut constituer une épreuve pour la démocratie? Mon premier point, je voudrais l'intituler régime démocratique versus autoritaire. Ça revient à se demander quel est le régime le mieux armé pour faire face à une pandémie. Est-ce que c'est la démocratie, un régime constitutionnel, électif, délibératif, avec une séparation des pouvoirs, ou est-ce que c'est un régime autoritaire avec une forte concentration du pouvoir, au contraire, et un régime qui a pour principale fonction, à ses yeux, de faire régner la tranquillité, la sécurité et l'ordre. Pour certains, la démocratie, c'est un excellent régime, peut-être le meilleur, en temps normal, notamment parce qu'elle permet de concilier l'intérêt général et les libertés individuelles. Mais en temps de crise, en temps de guerre, en temps de pandémie, certains estiment que les régimes autoritaires sont supérieurs. Pourquoi ? Parce que dans ces temps de détresse, dans ces moments de tempête, il faut prendre rapidement des décisions fortes et il faut que ces décisions soient obéies sans discussion pour être efficaces. En d'autres termes, qui constituerait la force des démocraties en temps de paix, la transparence, le pluralisme, ça constituerait une faiblesse en temps de guerre, lorsque c'est la sécurité du pays qui est en jeu, et elle serait même contre-productive au sens où elle retarderait la décision. Je voudrais noter que des argumentations de ce type, des argumentations analogues, on en a trouvé pour disqualifier la réflexion éthique en temps de crise. Dans l'Opinion, le 12 mars 2020, on peut lire la chose suivante: l'heure est à l'action politique, pas à la réflexion éthique. L'éthique n'est utile que si nous avons le temps de discussion et de médiation. Or, le temps que nous est ce que nous n'avons pas face au coronavirus. Je suis pour ma part pas du tout convaincu par ces argumentations pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est très difficile de reconnaître une réponse démocratique et une réponse autoritaire à la crise. Ensuite, l'idée que les régimes autoritaires seraient mieux équipés que les démocraties pour faire face à une pandémie est tout à fait discutable. Vous pouvez penser à la Chine, qui a pu prendre évidemment des mesures draconiennes, mais dont le manque de transparence et le sort réservé aux lanceurs d'alerte a aussi retardé la mise en œuvre d'une réponse appropriée. À l'inverse, les Allemands ont cru que leur régime fédéral serait un handicap dans la gestion de la crise. C'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Il s'est avéré que c'était un atout. Enfin et surtout, je trouve que l'idée que la démocratie serait un luxe, c'est-à-dire un régime politique de privilégiés des pays prospères, des pays en paix, est pernicieuse parce que c'est précisément dans les crises, dans les tempêtes, dans ce que Hölderlin appelait les temps de détresse, qu'on n'a pas besoin, on n'a pas alors besoin de moins, mais de plus d'éthique et de démocratie. Ça me conduit à la deuxième façon d'entendre la formule selon laquelle la crise sanitaire constituerait une épreuve pour notre démocratie. Et Pierre-Emmanuel y a fait allusion tout de suite en prenant, et c'est le titre de mon second point, le Covid comme un stress test, c'est-à-dire comme quelque chose qui place les sociétés et les régimes politiques dans des conditions extrêmes et qui permettent de tester leur validité, leur solidité, leur résistance et de voir comment ils réagissent quand ils sont confrontés à quelque chose à quoi ils étaient très peu préparés. Autrement dit, c'est un test pour évaluer le caractère démocratique de notre société et de notre pays. À ce niveau-là, on peut faire plusieurs constats. Le premier, c'est que la France a incontestablement réagi à la crise comme un régime démocratique, que ce soit dans l'exercice du pouvoir, pensez à l'effort de communication, de transparence sur la situation, sur la stratégie, sur les objectifs des pouvoirs publics qui se sont efforcés, parfois même avec des diaporamas, de permettre aux citoyens d'essayer de comprendre la situation et en recherchant leur adhésion non seulement par la sanction, mais aussi par l'explication. Il y a eu une préservation des formes démocratiques, pensez au rôle du Parlement, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la CNIL, pour valider, pour contrôler, pour encadrer, mais aussi parfois pour censurer un certain nombre de dispositions. Les citoyens aussi se sont conduits démocratiquement en acceptant des mesures très restrictives dans l'ensemble, parce qu'ils en avaient compris le sens et la nécessité. Donc, à de nombreux égards, notre pays n'a pas du tout réagi comme un régime autoritaire, pas du tout non plus comme une démocratie illibérale, comme certains pays d'Europe. Pensez à la Hongrie, où le Premier ministre s'est fait voter les pleins pouvoirs et où le Parlement a cessé de siéger. Une fois qu'on a dit ça, on est aussi obligé de constater que, du point de vue des modes de gouvernance, il y a eu un retour de l'État
avec ce qu'on pourrait appeler ses traits les moins aimables, la centralisation du pouvoir, des décisions, une relativement faible participation de la société civile qui était peu associée aux décisions. Parfois, on a eu le sentiment presque d'une défiance du pouvoir à l'égard du pouvoir d'initiative de la société, avec une communication simple et claire, mais souvent assez unidimensionnelle et assez unidirectionnelle. Et puis, je sais que Anne Caron-Déglise va y revenir, on a vu que des mesures exceptionnelles sont légitimes et nécessaires pour juguler la pandémie, mais que ces mesures ne sont acceptables, bien sûr, que si elles sont nécessaires, proportionnées, non discriminatoires, contrôlées, encadrées dans le temps. Or, on a le sentiment qu'au nom de l'urgence sanitaire, un état d'exception, un régime d'exception a parfois été instauré. Je voudrais citer ici Pierre Manant, qui, dans Figaro, il y a quelques jours, disait la chose suivante: la rapidité, l'allégresse même avec laquelle l'appareil répressif s'est mis en branle font un pénible contraste avec la lenteur, l'indécision de la politique sanitaire. Tous ces éléments pourraient faire penser aux travaux de Michel Foucault en 1976 dans son cours au Collège de France, qui a été publié par la suite sous le titre « Il faut défendre la société », alors que le pouvoir monarchique au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'était un pouvoir de donner la mort. Pensez aux exécutions capitales. À partir du XIXe siècle, l'État moderne, c'est un biopouvoir. Il s'exerce sur la vie, sur les corps, pour le discipliner, sur la population, pour la contrôler. Pour autant, je crois que ce défaut de démocratie, ou en tout cas ces limites à l'exercice démocratique et à la gestion démocratique de la pandémie, elles n'ont pas été, si on y regarde bien, que le fait de l'État central. Elle a concerné tous les niveaux de la démocratie, y compris de la démocratie sanitaire. Et si vous regardez l'avis de la Conférence nationale de santé du 2 avril 2020, vous voyez que l'absence de mobilisation de la démocratie, elle est déplorée à tous les niveaux, au niveau national, mais aussi au niveau régional et au niveau territorial. Et dans les groupes de travail que l'Espace éthique a organisés, on nous a beaucoup relayé des défauts de la démocratie sanitaire, mais aussi un recul d'un certain nombre de choses qu'on croyait conquises, notamment dans la relation médecin-malade, et un certain retour du paternalisme médical. Donc ce que ça montre, à mon avis, c'est moins un biopouvoir que le fait que nos habitudes démocratiques ne sont pas encore devenues totalement une seconde nature, qu'en situation de stress, le naturel revient au galop, que les mauvais réflexes reviennent, autrement dit que notre imprégnation collective par les idéaux démocratiques, elle est peut-être plus superficielle qu'on le pensait. Et donc celui qu'il faut citer, ce n'était pas Foucault, mais Sade, dont vous connaissez la formule, français encore un effort, si vous voulez être républicain. Une république, une démocratie, ce n'est pas que des institutions, c'est des habitudes démocratiques et ça prend beaucoup de temps pour s'instituer. Mon troisième point, et c'est ce sens-là que je voudrais pour ma part privilégier, s'intitule « Ce que le Covid fait à la démocratie ». Pour moi, c'est au sens où la crise pandémique fait peser une menace, des menaces sur la réalité même de la démocratie, qui me semble le point essentiel. Au premier abord, ça peut sembler tout à fait étonnant de dire qu'une épidémie menace la démocratie, qu'on peut admettre qu'elle menace la santé des individus, qu'elle menace l'économie d'un pays, mais on peut se demander pourquoi elle menacerait la démocratie. Pourtant, souvenez-vous de Thucydide, du livre 2 de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, où Thucydide, le père de l'histoire, raconte comment, à la fin du siècle de Périclès, de 430 à 426 avant Jésus-Christ, pendant la guerre avec Sparte, une épidémie terrible a ravagé la Grèce et notamment qui jouissait d'une grande réputation, a connu un effondrement social. Certains citoyens ont manifesté du courage, de l'entraide, mais il y a eu aussi, du fait des morts par dizaines de milliers, ce que Thucydide appelle un désordre moral croissant. La crainte des lois, dit-il, a diminué. Les lieux sacrés n'étaient plus respectés. On ne respectait plus non plus les coutumes relatives à l'ensevelissement des défunts. Je pense que vous serez tous sensibles à cet écho avec la Grèce antique. Et chaque citoyen, dit Thucydide, devient un ennemi en puissance. Alors pourquoi est-ce que ça nous parle aussi, cet exemple de la situation de la France contemporaine? Évidemment, on a vu le meilleur et le pire pendant ces quelques semaines, des solidarités, des égoïsmes, de l'entraide et du repli sur soi. Mon point est le suivant, mon point est qu'une démocratie, elle a beaucoup plus à craindre d'une pandémie
qu'un régime autoritaire. Pour une raison simple, c'est qu'une démocratie, ce n'est pas d'abord un régime politique, c'est peut-être d'abord une forme de vie, au sens que Wittgenstein donnait à ce terme, par exemple, une forme particulière de socialité, de socialisation, une configuration particulière de la vie en société. Ça suppose le rassemblement, et pas seulement, comme nous essayons malgré tout de le faire, une socialisation virtuelle. Ça suppose aussi des rencontres physiques, des pratiques de convivialité. Pensez à ce que disait Hannah Arendt du politique. Le politique, disait-elle, ça nous fait sortir de l'espace domestique, ça nous fait entrer dans cet espace public. Et la pandémie nous a privés de cet espace public, elle nous a contraints à nous replier dans l'espace domestique. Et en ce sens-là, elle est très pernicieuse pour la démocratie, ce que ne craint pas du tout de la même façon un régime autoritaire. De même, la peur de la mort en contexte de pandémie, c'est une peur de l'autre, d'abord une peur de l'autre. Et bien sûr, tout le monde n'y a pas succombé, mais là non plus, un régime autoritaire n'a pas à s'en prémunir plus que ça. C'est même son aliment, le fait que dans un régime autoritaire, les sujets de ce régime craignent le pouvoir et n'aient pas de rapport particulier. Dans une démocratie, c'est beaucoup plus problématique, cette peur de l'autre, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui fait vivre une démocratie. C'est ce qu'Aristote et les Grecs appelaient la philia, c'est-à-dire une conscience de cette solidarité, une volonté de bâtir ensemble un monde commun, le sentiment d'une appartenance au même corps social, une bienveillance de principe à l'égard des autres membres. Sans ces liens, sans ce lien de philia, la cité n'est qu'un agrégat d'individus, une multiplicité sans unité, une poussière d'individus, non pas une cité. Autrement dit, une pandémie, elle fait peser une menace très spécifique sur les régimes démocratiques. Mon dernier point, si j'ai encore 1 ou 2 minutes, pourquoi est-ce qu'il faut être très vigilant aux atteintes que cette pandémie peut faire peser? C'est que nous vivons en France dans une démocratie, et dans une démocratie républicaine, c'est-à-dire une démocratie qui n'organise pas seulement la coexistence de différentes valeurs ou de différentes conceptions de la vie bonne, mais qui est elle-même porteuse d'un certain nombre de valeurs et principes. Le plus important de ces principes, me semble-t-il, c'est l'affirmation de l'égale et de l'inaliénable dignité de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est l'affirmation non seulement d'une liberté, mais d'une égale liberté, et d'une égale liberté qui ne peut avoir de réalité que parce que les individus et la société tout entière se préoccupent et n'abandonnent jamais, à aucun prix, les plus vulnérables d'entre eux. La valeur de la République, la valeur fondamentale de la République, qu'une pandémie menace, c'est le non-abandon. À certains égards, on peut regretter que cette valeur fondatrice pour notre démocratie républicaine, elle a été mise à mal. Un certain nombre de personnes se sont senties abandonnées, délaissés, livrés à eux-mêmes pendant ces quelques semaines. Je pense à un certain nombre de personnes avec un handicap, de personnes vivant avec une maladie chronique, notamment à domicile, de leurs aidants, à certaines personnes dans les maisons de retraite, à ceux qu'on appelle les précaires, les sans-abri, les migrants. Je pense aussi aux femmes et aux enfants de maltraitance conjugale ou familiale. Ces vulnérabilités ont été accentuées, démultipliées, et pas en raison d'une vulnérabilité intrinsèque des personnes, en raison d'une vulnérabilisation de la capacité de la société à prendre soin d'eux et à les protéger. Alors bien sûr, il faut nuancer, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait preuve de solidarité et de courage. On peut penser aux professionnels, aux auxiliaires de vie à domicile, aux aides-soignantes dans les EHPAD, aux bénévoles, aux familles, si leur absence a été si fortement ressentie dans les EHPAD, c'est bien qu'en temps normal, elles y sont très présentes. Pensons aux institutions aussi, aux ARS, et puis pensons aux personnes dites vulnérables elles-mêmes, qui ont trouvé des ressources dans la paix aidance, dans la résilience dont elles ont pu faire preuve. Plus grave, et cette fois c'est vraiment mon dernier point, c'est que cette valeur de la République, le non-abandon des personnes vulnérables, temporairement ou durablement vulnérables, elle a aussi été mise à mal symboliquement, idéologiquement ou philosophiquement. Je pense ici au débat et à la réalité de ce qu'on a appelé le triage. Dans le monde anglo-saxon, qui est un monde philosophiquement très utilitariste, ça ne pose pas de problème de dire qu'en contexte de ressources rares, il faut concentrer les ressources pour les personnes qui pourront le plus en bénéficier, même si cela doit conduire à une raréfaction des ressources pour certaines personnes dans une situation de fragilité.
Dans notre contexte à nous, culturel à nous, et dans le contexte de la démocratie républicaine à la française, c'est tout à fait inacceptable. C'est la raison pour laquelle on a vu des professionnels essayer de démultiplier le nombre de lits dans les EHPAD, organiser autant de transferts dans d'autres hôpitaux pour ne pas avoir à être dans la situation d'avoir à opérer un triage et à choisir qui aurait recours à ou bénéficierait de ces soins ou pas. Malgré tout, je pense que la justification qu'on a parfois vu s'opérer dans le contexte français de ces pratiques de triage au nom d'arguments utilitaristes devrait être interrogée et devrait être questionnée. De la même façon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des pratiques de triage organisées au niveau, par exemple, des services des urgences ou des services de réanimation. Tous les témoignages qu'on a vont dans un sens contraire. En revanche, il y a probablement eu des pratiques de triage vis-à-vis de personnes fragiles, vulnérables, et notamment vis-à-vis de personnes âgées, personnes handicapées, un triage en amont. Probablement avec des gens qui n'ont pas été adressés parce qu'on ne voulait pas encombrer des services qu'on pensait saturés. Et je pense qu'ici, on aurait quelque chose à réfléchir. Assez proche, vous savez, Habermas parle d'un eugénisme libéral à propos de certaines pratiques sur le diagnostic anténatal, en disant que ce n'est plus un eugénisme qui est organisé par l'État, c'est un eugénisme qui est le fait d'une agrégation de décisions individuelles. Je me demande, et ça va être un travail qu'il faudra mener, pour l'instant c'est une question que je pose, c'est pas une affirmation, mais il faudra se demander s'il n'y a pas eu des pratiques de triage, non pas socialement ou politiquement organisées, mais une somme de décisions individuelles qui ont eu lieu et qui ont abouti à ce même résultat. En conclusion, je voudrais citer une phrase de Tocqueville que vous connaissez probablement, c'est la suivante. En politique, ce qu'il y a de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Il me semble que si la crise du Covid constitue une épreuve pour la démocratie, vous l'aurez compris, ce n'est pas au sens où les régimes autoritaires seraient mieux dotés que les régimes démocratiques en ce qu'il faut agir efficacement. C'est précisément dans une crise qu'on a le plus besoin d'éthique et de démocratie. Ce n'est pas seulement au sens où cette crise révélerait que nous conservons des habitudes et des réflexes monarchiques d'une certaine façon. Nous savons que nous ne sommes qu'imparfaitement encore une démocratie, mais c'est surtout parce que cette crise, après d'autres, vient fragiliser notre démocratie dans ce qu'elle a de plus profond comme mode de vie, comme forme de vie, et puis au titre de ses valeurs fondamentales. Elle nous a révélé à la fois ce qui la menace et ce qui l'a fait tenir. Elle nous a fait prendre conscience qu'elle est aussi fragile que précieuse. Et je trouve que l'élément positif à retenir de tout ça, c'est peut-être que sa vie et sa survie, la vie et la survie de cette démocratie, de notre démocratie, elle dépend certes d'un certain nombre d'institutions et des politiques, mais elle dépend d'abord de chacune et chacun d'entre eux. Merci beaucoup Fabrice pour cette très belle intervention. Je pense que ça va faire une articulation assez parfaite avec l'intervention de Madame Caron d'Église.